Donc lui, donc Georges Jordi, qui fait des vidéos de YouTube de droite, d'extrême droite. Enfin, globalement, voilà, c'est un mec de valeurs actuelles, etc. Où il parle de la terrible expérience de la théorie du genre. Donc voilà, il va nous révéler le secret de la théorie du genre, le secret de l'origine des trans, d'où viennent les trans. Alors, donc, sur la miniature de la vidéo, il y a marqué le père des trans. Moi, en tant que roi des trans, je vais m'efforcer de corriger et débunker toutes les conneries qu'il dit. Parce que Dieu sait qu'il va y en avoir. Déjà, sur VA, oui, mais sur VA, ils disaient la même merde, mais c'était l'époque VA, où ils invitaient, soi-disant, des transitionneurs. Qui a jamais montré sa tronche ni quoi que ce soit, et la vidéo a très vite disparu, on se demande pourquoi. Mais bref, c'est le préposé à la bataille culturelle anti-wokiste, on va dire. Voilà, donc allons-y. Cette histoire, c'est celle de David, Brenda et John. Alors, j'imagine bien que vous les connaissez pas, puis ce serait un peu large comme présentation. Mais Si, ils les connaissent parce que ça fait des années que toute la droite anti-trans ne fait que dire « Regardez, David et Brenda, regardez cette expérience de Don Monet !» il faut savoir que ces trois personnes sont à l'origine de la fameuse théorie du genre, théorie que vous connaissez. Et si, je vous jure, la théorie du genre qui aujourd'hui gouverne la sociologie en Occident est née avec ces trois personnes. Mais si je vous dis que sur ces trois personnes, seule une est morte de cause naturelle, vous allez pas me croire. Les deux autres, ils sont morts, car la théorie du genre, c'est un truc de mort, et ça va vous tuer, la théorie du genre, ça va vous tuer, ayez peur, bouh, ayez peur. Et il crée, avec Claude Migueon, la première clinique d'identité de genre, John Hopkins. Il est alors spécialiste de l'hermaphrodisme et étudie les sexes des enfants intersexués. En gros, il se demande lequel des deux sexes prime quand il y en a deux. Mais t'es con, Hopkins. Mais du coup, est-ce qu'il va, arriver à la bonne conclusion, qui est que John Money à la clinique John Hopkins est à l'origine du paradigme John Hopkins, ou paradigme de Chicago, qui est le paradigme qui part du principe que il faut normaliser les personnes intersexes, que les personnes intersexes, c'est pas hermaphrodite, même s'ils disaient hermaphrodite à l'époque, le mot intersexe est venu un peu plus tard, que les personnes intersexes, il faut les normaliser dans un corps et dans un genre, il faut absolument que leur comportement de genre soit conforme, et il ne faut surtout rien leur dire, il faut leur cacher qu'ils sont intersexes, il faut leur cacher absolument, leurs parents ne doivent surtout pas leur dire qu'ils ont été opérés toute leur enfance. Alors du coup c'est génial, hein, ça fait des enfants intersexes qui se font opérer, ils n'ont pas le droit de dire un truc qu'ils savent même pas, qu'ils n'ont même pas le droit de savoir, donc ils vont à l'hôpital, ils savent pas pourquoi, et qui est à l'origine globalement de la maltraitance, de la torture et de la mutilation de génération et génération de personnes intersexes. Et que globalement c'est pas un ami, c'est pas très glop, c'est pas un ami de la famille, on va dire. Disons qu'on l'aime pas trop, nous, John Money. L'ONU a décrit en fait tout ça, qui est causé par le paradigme John Hopkins, a désigné tout ça de torture. Je crois que c'est le Comité pour les droits des enfants, le Comité contre la torture et le Comité des droits de l'homme de l'ONU ont tous les trois statué que ces mutilations sans consentement éclairé et de cette façon-là étaient des actes de torture. Donc, mais j'imagine que Georges, ce grand allié de la cause intersexe, va bien évidemment dénoncer ce fait-là et va bien évidemment dire que la plupart des militants ne cautionnent très peu ce qu'a pu faire John Money. Qui n'a d'ailleurs pas inventé le genre, hein, bien évidemment, mais ça, j'y viendrai plus tard. En 1955, il définit le genre comme, je cite, « la conduite sexuelle que l'on choisira d'habiter lors de notre réalité corporelle ». Alors c'est faux. Le genre avait déjà été défini dans les années 40 par l'Association américaine de psychologie comme la socialisation du sexe, un truc comme ça, les comportements socialisés liés au sexe. Donc déjà dans les années 40, hein, le terme de genre avait déjà été utilisé par l'Association américaine de psychologie, que cite d'ailleurs John Money dans ses travaux, et la notion même de genre comme ensemble de comportements sexués existait déjà dans le féminisme. Quand tu prends Simone de Beauvoir, ou quand tu prends encore d'autres personnes, les féministes parlaient déjà de ça, elles parlaient de sexe, et tout simplement c'est le monde de la psychologie qui a donné un terme différent, puisque les psychologues traitaient aussi du rapport à tout cela. Donc c'est faux, c'est pas lui qui a inventé ça. Parce que John Money, il croit que le genre c'est une construction sociale, c'est pas une construction biologique. Non, c'est pas John Money qui croit ça, ce sont les féministes, Simone de Beauvoir qui dit ça. Il dit qu'il n'y a pas de destin biologique à celui de la femelle humaine, qui explique ça en gros, qu'on peut pas expliquer l'infériorité des femmes simplement par des facteurs biologiques. En réalité, quand des gens comme Georges prétendent parler des trans, en réalité, ils font ça pour planquer... en fait, ils pourraient pas faire une vidéo sur
sur Simone de Beauvoir et dire que oh, Simone de Beauvoir a dit que le genre c'est une construction sociale, vraiment, regardez quand on la lit, bah non parce qu'il sait pas lire, c'est vrai. Du coup il fait une vidéo sur John Monnet pour sous-entendre qu'il croit que le genre c'est une construction sociale, c'est lui qui a inventé ça, alors que pas du tout, hein, c'est les féministes de seconde vague qui en ont parlé la première fois, c'était Simone de Beauvoir notamment, et d'autres aussi, voilà. On ne naît pas femme ou homme, on le devient avec notre apprentissage de la société. Mais il dit ça en citant Beauvoir, cet abruti! Il dit John Monnet, il dit ça et il cite Beauvoir. Parce que s'il faisait une vidéo sur Simone de Beauvoir, il y a quand même des gens qui savent lire, qui pourraient lui dire qu'il dit de la full merde. Ou alors qu'il est simplement anti-féministe. Mais comme il ne veut pas paraître anti-féministe, comme il veut montrer que non, mais lui, il défend les femmes. Du coup, il a absolument besoin de tout foutre sur la tête de John Monnet, etc. Et de ne pas mentionner que les féministes disaient déjà ça à l'époque, que l'Association américaine de psychologie parlait déjà de genre aussi. On est en 1965 à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada. Le couple Reimer donne naissance à 2 jumeaux, Brian et David Reimer. Très vite, à l'âge de 6 mois, on se rend compte que David a un phimosis. Donc c'est un petit problème au niveau de la bite. On décide donc de le circoncire, et là, pas de chance, hein, l'opération tourne mal. David a la verge carbonisée. John Monnet, bah lui, il est toujours dans son bureau, hein, et il reçoit la visite des parents Reimer, hein, qui lui expliquent la situation. Il se dit bah c'est l'occasion inespérée, le cadeau du ciel, Deo Gracias, Alhamdulillah, pour expérimenter sa théorie du genre sur le gamin. Alors, ce qu'omet de dire Georges Jordi, c'est que le fait qu'il ait la bite cramée était déjà un problème de genre pour ses parents. Était déjà un problème où sa virilité était remise en question, que sa virilité était handicapée aussi jeune. Et donc que déjà ce problème-là était lu par ses parents comme un problème de genre et comme un problème de virilité. Et c'est pour ça que Monnet aussi a pu les convaincre de faire ça. C'est parce que déjà, les parents étaient convaincus par des rôles de genre tellement rigides que avoir un pénis moins bien fonctionnel, c'était impossible et c'était une atteinte à son genre. Donc voilà, hein, donc, tout ça pour dire que l'histoire est plus compliquée que ça, et surtout ça révèle davantage de la façon dont on traite les personnes intersexes, parce qu'encore une fois, John Monnet, il était spécialisé sur quoi déjà? Ah oui, les intersexes, les hermaphrodites comme tel. Ceux qu'on force à changer de corps, et qui veulent pas, on leur demande pas leur avis. Parce que les trans, c'est ceux qui changent leur corps, mais qui veulent, qui veulent volontairement, qu'on leur demande leur avis. Et les intersexes, c'est ceux à qui ils ont leur corps, et avant qu'ils puissent avoir un avis, on leur dit non, tu vas avoir un corps différent et on va te mutiler toute ton enfance pour que tu puisses avoir ce corps-là. Et en fait, je crois qu'il y a une petite différence. Alors, après, bon, pour un droitard, je sais que c'est très compliqué à comprendre comme concept. Ça s'appelle le consentement. Réfléchis à ça la prochaine fois que tu penseras à ta bite. C'est assez sale hein, ce qu'on fait aux gosses. Dans le livre As Nature Made Him, l'écrivain John Colapinto raconte que le professeur Monnet force les 2 frères à se toucher sexuellement. Ils ont 6 ans, hein, voilà. Et à mimer des actes sexuels entre eux, ils sont frères. Et à rendre compte de leur attirance l'un envers l'autre. Du coup, quel rapport avec les trans ? Parce qu'en gros là, en fait, voilà, je vous fais un petit spoiler, hein, bien évidemment. Toute sa vidéo, c'est pour dire que du coup, la théorie du genre, c'est pédophile, ça veut forcer les enfants à transitionner, et c'est dangereux, et globalement, à la fin, les gens, ils vont mourir. C'est ça le but de sa vidéo. Sauf que là, il est précisément en train d'aller au cœur historique de la raison pour laquelle le traitement des enfants intersexes est un scandale, et de la raison pour laquelle il faut absolument arrêter et rendre illégales les mutilations imposées sur les enfants intersexes. Ce que disent déjà les personnes trans et les personnes intersexes, qui sont plutôt cul et chemise sur ce sujet-là. Qu'essayes-tu de prouver avec cette vidéo? Parce que rappelle que l'extrême droite, dans à peu près tous les pays où elle est, lorsqu'elle interdit la transidentité, elle n'interdit pas les mutilations des enfants intersexes. D'ailleurs, plutôt tout le contraire. Donc, qu'essayes-tu de prouver avec une vidéo, justement, qui est en effet très juste sur la raison pour laquelle il faut laisser les intersexes tranquilles? Bah, le professeur, il se régale. Ouais, tu rigoles, hein, il vient de prouver au monde entier que sa théorie qui n'avait pas été prouvée jusqu'alors, bah, est scientifiquement juste. La théorie du genre est née. Bah, en fait, et c'est là encore une fois que Georges est absolument débile. Non, parce que c'est une nouveauté. Ce qu'a fait John Monnet, c'est imposer un genre à quelqu'un, sans son consentement. D'habitude, quand les droitards, ils parlent des trans, ils disent « Oh là là, les gens qui s'identifient à des genres, blablabla. » Donc ils parlent de gens qui s'identifient eux-mêmes. Donc, à qui la société n'impose précisément pas la transition. Donc en fait, ce qu'a fait John Monnet, c'est pas prouver que la théorie... En fait, il a utilisé le concept de genre pour prouver qu'on pouvait
normaliser les enfants intersexes. Mais en fait, pourquoi tout ça? C'est qu'il vous a fait une enfumade sur le constructivisme versus l'inné ou l'acquis, etc. Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu du flanc. C'est-à-dire que sur les questions de genre, sur les questions d'homosexualité, ce qui compte, c'est pas tant que ce soit inné ou acquis. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux parfaitement prouver que l'homosexualité est un trait acquis pour améliorer les thérapies de conversion envers les homosexuels. Tout comme tu peux essayer de prouver que l'homosexualité est un trait génétique et naturel, etc., pour pouvoir faire de la sélection génétique pour que les gens n'aient pas le gène de l'homosexualité qui s'exprime. Il vous a fait déjà une première enfumade qui a été de vous faire croire que tu avais d'un côté, à droite, on est pour la nature, et à gauche, ils sont pour la culture. Et du coup, tout ce qui est de l'acquisition des traits, etc., c'est à gauche, et c'est des wokistes. Et tout ce qui est de la biologie, de la naturalité, etc., c'est à droite, etc. Bon, ça déjà, c'est faux. Parce que la droite a déjà utilisé cet argument-là. C'était les vieux arguments contre l'homosexualité qui étaient employés à l'époque. Où d'ailleurs la France, par exemple, considérait l'homosexualité officiellement, légalement, comme un fléau social, au même titre que l'alcoolisme, etc. C'était un fléau social, c'était un manque moral. C'était un manque moral et social individuel. C'est-à-dire que c'était un comportement, on était en mode l'homosexualité est en tant que comportement, un manquement moral qu'il s'agit de corriger. Les premiers sexologues un petit peu militants sur ce sujet, comme notamment le docteur Magnus Hirschfeld, ont eux cherché l'origine biologique de l'homosexualité pour prouver que l'homosexualité n'était pas un manquement moral, mais simplement un fait biologique neutre, comme n'importe quel autre fait biologique. Parfois la biologie elle est de notre côté, notamment quand on parle des personnes intersexes, mais bon ça visiblement Georges, il n'a pas trop compris ça. Donc en fait voilà, donc ça c'est la première enfumade. De vous faire croire que la biologie c'est la droite et le social c'est la gauche. Alors qu'en réalité, ça fait depuis aussi des années, et même dans ce paradigme-là du genre comme quelque chose d'acquis, il peut y avoir des idées de droite et des idées de gauche. Si on considère que le genre est acquis, dans ce cas ça veut dire qu'on peut l'imposer. Qu'on peut faire aucun cas des demandes individuelles, je sais pas, des femmes de porter des pantalons et de faire des activités masculines, etc., mais qu'on peut les forcer à redevenir des femmes, qu'on peut les forcer à être de bonnes mères au foyer, qui se comportent parfaitement. Si le genre est acquis, dans ce cas, on peut les forcer. Alors que si le genre n'est pas acquis, mais quelque chose de l'ordre de l'inné, etc., bah dans ce cas, il faut respecter ce avec quoi la personne est née et ses dispositions, etc. En fait, c'était le débat de l'époque. Le débat de l'époque qui venait d'ailleurs du freudisme, où en fait, tout ça, ça vient de Freud, qui postulait, je crois, le fait que l'identité sexuelle, alors quand Freud parle d'identité sexuelle, il ne parle pas tant d'identité de genre que de comportement sexuel. Toute la thèse de Freud sur la bisexualité. Freud, il est en mode, on est tous bisexuels, et puis après, on se dirige vers autre chose, etc. Donc Freud, son idée, c'était que l'identité sexuelle est figée à partir d'un stade de développement de l'enfant, qui est le stade phallique, je crois, il me semble. Et en fait, c'était le débat de l'époque. Et c'était le débat dans lequel toutes ces questions du genre, notamment pourquoi l'Association américaine de psychologie a donné en première, et pas John Monnet, la définition du genre, c'est parce qu'il y avait le débat avec Freud à l'époque. C'était la question de à partir de quel stade du développement est-ce que l'enfant acquiert son identité sexuelle. Et en fait, c'était le débat de l'époque. C'est pour ça que le terme de genre permettait en fait, pour les scientifiques, d'isoler ce truc-là sur lequel on se demandait d'où ça venait. C'est pour ça qu'en fait, genre, c'est pas une question de théorie du genre ou quoi que ce soit. C'est que, on va se dire à quel moment est-ce que l'identité se fige. Du coup, on va étudier ce truc-là spécifique de l'identité qu'on va appeler le genre. Et d'ailleurs, cet argument de John Monnet, c'est un argument qui a été utilisé depuis très très longtemps aussi par les antitrans. On retrouve ça dans un article notamment de Colette Chilan qui était une psychanalyste antitrans, où justement, elle aussi, elle identifie John Monnet comme étant à l'origine du paradigme des rôles de genre. Elle aussi ne mentionne pas le fait que l'Association américaine de psychiatrie en parlait déjà, ne mentionne pas que Harry Benjamin, au même moment que John Monnet, exerçait tout autant. Elle ne mentionne pas aussi le fait que, tout simplement, je sais pas, Magnus Hirschfeld existait, que même l'idée de transsexualisme existait déjà bien avant. Mais elle se concentre aussi sur John Monnet. Pourquoi elle se concentre sur John Monnet et pourquoi Georges aussi se concentre sur John Monnet? C'est parce qu'ils ont besoin de John Monnet. Ils ont besoin que John Monnet soit à l'origine de la théorie du genre. Parce qu'il a fait des trucs tellement horribles. Ce serait génial. T'as un méchant comme ça qui t'est offert comme sur un plateau d'argent. C'est du génie. C'est incroyable. Alors qu'en réalité, quand tu regardes des articles qui s'intéressent un petit peu plus spécifiquement au terme de genre et est-ce que ça vient de Monnet ou pas, etc. C'est un article qui se posait la question de la discussion entre la biomédecine et les sciences sociales. Et notamment, donc, il dit que Monnet était responsable d'avoir propagé un petit peu le terme de genre dans la littérature biomédicale, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a inventé. Un article publié en 1945 par le Journal américain de psychologie, où le terme de genre apparaît et est défini comme l'observation socialisée du sexe. Et pareil,
au-delà de toutes ces questions, les conditions préexistantes pour qu'on parle de genre étaient déjà en place. C'est-à-dire qu'il y a le genre, ok, comme mot, mais bon, un mot, il faut lui donner une définition. Et pour que les définitions du mot existent, il a fallu que du coup, une littérature féministe se développe pour distinguer précisément les rôles sexués de la réalité biologique des corps. Et donc c'est pour ça que les idées introduites par les autrices Simone de Beauvoir, John Rivière et Margaret Mead, qui voulaient provoquer les lecteurs à la question de la naturalisation de la condition féminine, étaient importantes pour que l'idée du genre puisse avoir du sens. C'est-à-dire que pour que l'idée de genre, la question même du genre ait du sens, il fallait que les féministes les posaient d'abord. C'est pour ça que quand l'autre il parle de gender studies, etc., les gender studies, c'est une évolution des feminist studies. Ces gens-là ont besoin que John Monnet soit à l'origine du gender. Parce que comme ça, ils ont l'origin story du méchant. L'origin story du méchant contre lequel c'est beaucoup plus facile de dire « Regardez, c'est honteux, regardez ce que font les woke ». Alors qu'en réalité, la réalité est beaucoup plus complexe. Je vais revenir sur Harry Benjamin, autre sexologue. Harry Benjamin, dans les années 50 aussi, s'occupait des personnes trans. Et d'ailleurs même, quand tu regardes en France, les références à John Monnet n'existent pas dans le monde militant trans. Dans le monde militant trans, par contre, il y avait l'association du syndrome de Benjamin. Le syndrome de Benjamin qui était en fait le syndrome du transsexualisme en réalité. Donc Harry Benjamin, qui était sexologue, qui a étudié auprès de Magnus Hirschfeld en Allemagne, c'est pour ça que j'ai parlé d'Hirschfeld, lui, il était davantage dans une idée selon laquelle on est né comme ça, et la responsabilité de la médecine, c'est de nous faire transitionner. Lui, il était dans ce truc-là de quelque chose existe, tout comme Kinsey, quelque chose existe, une diversité existe, la responsabilité de la société, c'est de non pas corriger des choses qui sont comme des défauts, mais d'accompagner ces choses qui sont naturelles. Voilà, à une époque où on faisait de la lobotomie, de la thérapie par électrochoc, etc. Donc notamment sa patiente, une des plus connues, c'était Christine Jorgensen, bien évidemment, mais pour les gens qui étaient là, qui ont regardé avec moi le documentaire où on a chialé, le documentaire Casa Susana, justement, il y a quelques femmes trans qui mentionnent justement qu'elles étaient les patientes du docteur Benjamin, justement. Donc si vous voulez parler des personnes trans, même si vous voulez parler de l'assignation du genre par la médecine, et notamment la théorie du genre, blabla, parlez de Harry Benjamin, qui est véritablement, pour le coup, un des pionniers de la prise en charge des personnes trans. Mais alors John Monnet, non. John Monnet, il est à l'origine du traumatisme et de la mutilation des personnes intersexes. Et à l'adolescence, c'est le début des emmerdes. Brenda, qu'on a éduquée comme une fille et qui ne connaît pas sa vraie nature, se met à muer et elle est attirée par des femmes. Elle est attirée par les filles. Oh là là, c'est terrible. Elle est lesbienne. Elle va à l'encontre de son rôle de genre. En fait, c'est aussi ça, tu vois, tout le truc. Le truc de... Parce que les rôles de genre qui sont prescrits par John Monnet sont des rôles hétéronormés. Encore une fois, le paradigme John Hopkins, qui est le paradigme de prise en charge des personnes intersexes, encore jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, particulièrement en France, c'est l'idée selon laquelle il faut être normal dans ton sexe d'arrivée. Normal, ça veut dire hétérosexuel dans ton genre d'arrivée. Ça veut dire il faut jouer avec des Barbies. Il faut surtout pas aimer le foot. Et en fait, et notamment dans tout ce qu'on demande aux parents, on demande aux parents énormément de surveiller l'expression de genre de leur enfant, parce que si jamais leur enfant se met à vouloir jouer avec des action man, à vouloir jouer au foot alors qu'on a voulu l'assigner au genre féminin, dans ce cas, c'est horreur. C'est la preuve que ça a échoué et qu'il faut absolument la contraindre à être une vraie fille, tu vois. Sa vision du genre est au service de la normalisation hétérosexuelle. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup pour les opérations faites aux enfants intersexes. C'est que, par exemple, je vais donner l'exemple des vaginoplasties forcées, par exemple. On fait ça sur un corps qui n'est pas forcément en mesure de porter des enfants. Alors pourquoi, c'est quoi l'intérêt du coup de faire une vaginoplastie? C'est pour que la jeune fille, du coup la personne qu'on assigne fille médicalement, puisse avoir des rapports sexuels normaux. Avec du coup un pénis de taille moyenne et pénétration vaginale et tout le tintouin. Donc en fait, John Monnet, c'est pour ça qu'on l'aime pas du tout, et que c'est un énorme contre son camp de la part de Georges Jordi de parler de lui, c'est que précisément, sa vision du genre est au service de la normalisation hétérosexuelle. Encore une fois, immense contre son camp de la part de Jordi. Le mec a fondé toute sa carte. Elle perdure encore le paradigme de John Hopkins? Oui. On parle aussi de paradigme de Chicago. Il y a un très bon bouquin que je vous conseille. Dans son bouquin, justement, elle parle du coup de justement l'évolution du paradigme de Chicago, etc. Et elle dit bel et bien que c'est encore le paradigme qui prime. C'est en gros ces guidelines-là qui sont les mêmes et qui n'ont quasiment pas été révisés. Merci Lille Découpe pour le 4e abonnement. Elle parle notamment d'une époque où
Le monde médical a voulu un petit peu associer des militants et militantes intersexes au travail de révision de leurs standards, de leurs standards de soins sur les personnes intersexes. Et il en est sorti en fait que les standards n'ont pas du tout été révisés en fait. Ils ont été révisés à la marge, mais le cœur du truc qui est le secret autour de ce qu'on fait à l'enfant, l'assignation de force et le plus jeune possible, etc. Ces 2 points-là n'ont en tout cas pas changé et sont toujours les mêmes et n'ont pas été révisés. Le mec a fondé toute sa carrière sur cette expérience-là, et cette expérience... Non, il n'a pas fondé sa carrière sur cette expérience. Il a fondé sa carrière sur une promesse. La promesse que vos enfants pas normaux, on peut les rendre normaux. Qui est la même promesse des gens qui veulent faire des thérapies de conversion sur les homos et sur les trans. À 15 ans, Brenda annonce à ses parents qu'elle se sent différente et qu'elle souhaite devenir un homme. Je sais pas vous, mais j'imagine la scène, ça doit être assez cocasse. Donc c'est la preuve que la dysphorie de genre existe et que c'est absurde d'assigner un genre qui ne correspond pas à une personne lorsque celle-ci sait mieux que les autres de quel genre elle est. Donc c'est la preuve que les personnes trans ont raison lorsqu'elles parlent de leur dysphorie de genre. On recommence à appeler David, lui annonce qu'il a toujours été un homme. Lui et son frère entament une très longue phase de dépression, c'est 2 dépressions conjointes de David et de son frère jumeau Brian. Qui est très très semblable, et d'ailleurs même quasiment la même, que les personnes intersexes lorsqu'elles découvrent qu'elles sont intersexes et lorsqu'elles découvrent tout ce qu'on leur a fait. D'ailleurs pour ça que la plupart des personnes intersexes, lorsque à la majorité elles demandent leur dossier médical, il a brûlé. Il était dans un centre d'archives. C'était avant la numérisation. Vous savez, c'est récent, tout ça. Et le centre d'archives a brûlé. On est désolé. Et en fait, ça fait partie du paradigme John Hopkins. En fait, c'est-à-dire que ce qui a fait suite à à tout ça, c'est que ce qui est au cœur du paradigme John Hopkins, qui est l'idée du secret, le fait qu'il ne faut absolument pas dire à l'enfant qu'il est né intersexe, qu'on lui a fait tout ça, etc., pour normaliser. Non, il ne faut surtout pas lui dire. C'est justement aussi à cause de ça. Ils ont vu que l'expérience s'était mal passée et que les deux ont eu envie de se suicider. Et du coup, ils se sont dit « Ah, c'est la preuve qu'il ne faut surtout pas leur dire. » Ils ne sont pas dit « C'est la preuve que c'est pas bien ce qu'on fait aux enfants intersexes et c'est pas bien de normaliser les corps de force, etc. et de faire des mutilations. » Non, c'est la preuve qu'il faut surtout pas leur dire et qu'il faut encore plus renforcer l'idée de secret dans la prise en charge des intersexes. Donc voilà, encore une fois, un magnifique contre son camp de sa part. Prennent une tournure assez dramatique, puisqu'en 2002, Brian se suicide. C'est dire que David, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelait, avant que ce soit galvaudé comme terme, de ce qu'on appelait la dysphorie de genre. Donc la dysphorie de genre existe, donc les personnes trans sont légitimes. Ah oui, c'est vrai, c'est galvaudé, c'est vrai, il dit c'est galvaudé. Le professeur John Monnet a menti à tout le monde académique possible en rapportant que l'expérience était un franc succès, alors que le gamin lui expliquait vouloir se suicider. Donc la preuve qu'il faut prendre au sérieux la dysphorie de genre des enfants, et que lorsqu'ils disent que s'ils sont du mauvais genre et que ça continue comme ça, ils vont se suicider, c'est pas un chantage au suicide des woke, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte les personnes trans. Et aussi, ça prouve que la base actuelle médicale des mutilations sur les enfants intersexes n'est absolument pas fondée et qu'il faut absolument arrêter ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu essaies de prouver au juste ? Parce que là, on a déjà dit que le genre, ça existait avant John Monnet, l'association américaine de psychiatrie, qui parle déjà de genre à l'époque, notamment dans les controverses autour de Freud. Et ensuite, dans les années 40, Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, mais pas que, Margaret Mead avec ses observations anthropologiques, qui donnent l'idée de comportements sociaux qui ne sont pas basés sur la biologie du sexe. Donc nous avons établi que le genre existait avant John Monnet, que c'est pas John Monnet qui a inventé le genre. Nous avons établi que John Monnet, ce qu'il a fait, ça ne parlait pas de transidentité, puisque c'était Harry Benjamin qui s'occupait des trans, c'était pas John Monnet, mais c'était sur les intersexes, et qu'il a mis en place tout un paradigme de prise en charge des intersexes qui va totalement à l'encontre des droits humains et qui est encore combattu par les militants et militantes aujourd'hui. Donc nous avons établi que John Monnet c'est pas bien, mais que ça n'a rien à voir avec la théorie du genre. Quand est-ce que tu t'achètes un cerveau ? L'étude de John Monnet, encore une fois, porte sur l'intersexuation. John Monnet il se pose la question de est-ce que oui ou non on peut assigner de force un sexe à une personne intersexe et qu'elle vive bien. Et c'est sur ce mensonge-là qui est resté, et ce scandale-là, qu'on continue de mutiler les enfants intersexes. Mais ça n'a rien à voir avec la transidentité. Les enfants n'étaient pas trans, ils n'ont jamais demandé à changer de genre. Ils n'ont jamais fait de demande, ils n'ont jamais consenti à ça, ils ne sont pas trans.
n'est absolument pas une base de ce qu'il appelle la théorie du genre, puisque en réalité la base de ce qu'il appelle la théorie du genre, c'est le féminisme de seconde vague. Sauf qu'il peut pas le dire que c'est le féminisme de seconde vague. Il peut pas dire que la théorie du genre, ça vient de Beauvoir. Il est pas assez courageux pour être vraiment anti-féministe. Il faut absolument qu'il montre que c'est un mec un peu marginal qui a fait ça dans son coin et qui a matrixé toute la théorie du genre, alors que pas du tout. L'histoire de l'idée de gender studies, ça vient avant tout du féminisme, et notamment de la façon dont le féminisme a commencé à utiliser le terme de genre, de gender, comme d'un terme qui était plus facilement utilisable dans le domaine politique. Parce que donc il y avait les women's studies, etc. Mais women's studies, ça faisait trop... C'était trop les femmes, tu vois. C'est trop les femmes. On va donner de l'argent aux gonzesses, on veut bien leur donner aux women's studies pour la littérature et tout, mais... En sociologie, vraiment, ça parle des femmes, tu sais, non, la sociologie, ça parle de la société, ça parle de tout le monde, en fait. Et du coup, en fait, l'idée de gender studies, c'était tout autant, en fait, un rebranding de cette idée-là et d'une façon d'universaliser, en fait, les women's studies et de les faire accepter par le reste du monde académique. Et pourquoi ? Parce que c'était déjà discuté dans le monde de la psychologie. Donc, c'est ce qui a donné aussi plus de poids aux féministes de dire non, regardez, non, on fait pas des women's studies, on fait des gender studies, on parle aussi du reste de la société, c'est tout le genre. Donc l'histoire des gender studies n'a rien à voir avec John Monnet, mais parce que, encore une fois, il a intérêt à ce que ça repose sur John Monnet. Après, le fait-il en connaissance de cause, ou est-il persuadé que de ça est-il vraiment pris comme rêve? Le souci est que là c'est plus de l'attaque envers les trans qu'un constat, je trouve, perso, de sa part. Ouais, mais en fait, c'est que je pense qu'il est vraiment sincèrement convaincu, parce que, encore une fois, cette propagande-là, comme quoi les trans à l'origine c'est John Monnet et que les trans c'est de la merde parce que John Monnet, ça vient de Colette Chilan aussi. Ça vient de Colette Chilan, qui est psychanalyste, qui est une fervente anti-trans et qui elle-même avait développé ce discours-là que tout ça, la différence entre genre et sexe, etc., ça vient de John Monnet. Et donc en fait, tout ça c'est pas lui qui l'invente. Cette propagande-là anti-trans qui tourne autour de John Monnet, c'est un truc qui est vieux comme la légitimation académique des discours anti-trans. C'est vieux comme Colette Chilan, et Dieu sait qu'elle est vieille, je crois d'ailleurs elle est morte. Mais donc voilà. Donc je pense qu'il est vraiment convaincu. Hein. C'est ça la théorie à la base de ce qu'on apprend aujourd'hui autour du milieu LGBTQ+, et compagnie. C'est cette théorie-là qui est à la base. Pour vous dire à quel point les fondements ne sont pas bons. Et en plus même pas, il parle de LGBTQ+, encore une fois, j'ai parlé d'Harry Benjamin, Magnus Hirschfeld en Allemagne, à Berlin, était en fait, d'où vient tous les trucs de LGBTQ+, ça vient de la sexologie. La sexologie, bon, il y a beaucoup de pionniers de la sexologie, mais un des pionniers de la sexologie, c'était Magnus Hirschfeld, qui avait été désigné par le régime nazi comme le juif le plus dangereux d'Allemagne, puisqu'il était juif homosexuel, et il avait un cabinet de sexologie dans lequel il recevait des personnes intersexes, des personnes trans, des personnes gays, lesbiennes, etc. Et il a été un des pionniers dans l'accompagnement des personnes trans et leur prise en charge. Mais ça les arrange pas forcément de dire qu'à l'origine des trucs LGBT, t'as un mec qui a été persécuté par les nazis. Et d'ailleurs que toutes les images que vous voyez dans vos livres d'histoire d'autodafé proviennent de l'autodafé de l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, où lorsque les nazis sont venus tout détruire, ils ont cramé tous les bouquins et toutes ces recherches de sexologie qu'il avait fait justement dans le but d'une acceptation légale des personnes trans, homosexuelles, etc., des personnes intersexes. Mais ça l'arrange pas de dire ça. Ça l'arrange pas d'admettre que l'origine de la sexologie, et notamment du champ plutôt affirmatif vis-à-vis des personnes trans et intersexes, et vis-à-vis des personnes homosexuelles de la sexologie moderne, l'origine de ça, c'est quelqu'un qui a été persécuté par les nazis. Parce que du coup, ça veut dire que c'est eux les nazis. Du coup, il faut trouver John Monnet, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui a juste été le tortionnaire des intersexes, pour pouvoir dire, regardez, c'est pas bien tout ça. Oui, clairement, là, il sert de type John Monnet pour faire croire que tous les gens qui gravitent autour du mouvement trans, ou des gens sont trans seraient comme ça, c'est grave difficile des messages. Mais bien sûr. Mais en fait, c'est ça, c'est que le but, c'est de faire passer toutes les personnes LGBT, en fait. Tout simplement, toutes les personnes LGBT, en fait, pas que les personnes trans. En fait, dans LGBT, il y a L et G. Hein. Bon. Mais en fait, il veut tous les faire passer pour des pédophiles. Bon, ça c'est habituel, hein, voilà. Pour des gens qui veulent transitionner de force vos enfants, comme ils l'ont fait à cette pauvre mère. Voilà. Donc c'est... En effet, le but c'est tout ça, mais c'est parce que c'est de la propagande d'extrême droite, les gens. Hein. C'est la chaîne de Georges Gentil, le mec il a bossé pour Valeurs Actuelles. Hein. Perso, de la théorie du genre, ça me pose question. Mais déjà, qu'est-ce que t'appelles la théorie du genre? Oui, on ne naît pas femme, on le devient, mais c'est parce que vous savez pas ce que c'est qu'une femme, en fait. Vous comprenez pas ce qu'elle entend par femme, en fait. C'est que... On ne naît pas inférieur, on le devient. On ne naît pas
Avec l'envie de faire la popote, on le devient, on nous l'apprend. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire Beauvoir. Mais c'est du genre tout ça, c'est que de l'acquis. En fait, c'est que les gens qui t'ont parlé de théorie du genre t'ont menti. Parce que ça les arrange de pouvoir faire du discours anti-féministe en disant c'est la gender theory. C'est tout en fait. La théorie du genre. La théorie du genre, globalement, c'est le genre et le sexe, c'est deux choses distinctes qu'on peut étudier de façon distincte. Voilà, globalement, voilà. Ça... Mais en fait, parce que si tu pars pas de cette base du genre, si tu pars pas de cette base que le sexe, donc l'observation biologique, et le genre, donc le comportement, peuvent être distincts, dans ce cas, il n'y a pas de féminisme possible. Parce que dans ce cas, ça veut dire que une femme n'est destinée toute sa vie qu'à faire ce que son corps lui oblige de faire, c'est-à-dire faire des gosses. Il n'y a pas de féminisme s'il n'y a pas de distinction entre le corps et ce qu'on oblige la personne à faire au nom de son corps. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est pour ça que la théorie du genre, les attaques contre la théorie du genre sont simplement des attaques contre le féminisme. Et d'ailleurs, d'où ça vient tout ça? Ça vient en grande partie du Vatican qui, ça j'en avais parlé pareil dans le chapitre, d'ailleurs c'est notamment Bruno Perrault qui en parle, donc qui a peur de la théorie queer, sur l'importance de l'Église catholique dans l'idée même, dans l'émergence d'idées de théorie du genre. Je retrouve la page, voilà. Écologie humaine et théorie du genre. En gros, ça vient de l'idée du Vatican de la loi naturelle. Donc c'est une idée de l'écologie humaine, la loi naturelle. En gros, la nature, c'est Dieu qui a créé la nature, du coup, faut pas y toucher. En fait, l'écologie humaine, c'est un dogme de l'Église catholique qui a émergé notamment pour donner un sens aux oppositions à l'avortement. C'est notamment ce qu'il dit là. Donc voilà, donc la lutte contre la théorie du genre en France prend son essor médiatique au tournant des années 2010. Ses racines sont beaucoup plus anciennes et résultent à la fois de l'attachement à l'idée de loi naturelle au sein du Vatican et de la mise en place de réseaux d'information et de surveillance des travaux sur le genre. Donc réseau d'information et de surveillance des travaux sur le genre depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes organisée à Pékin en novembre 1995. Donc en novembre 1995, l'ONU organise une conférence internationale sur les femmes à Pékin. Cette conférence internationale sur les femmes, on en ressort avec tout un agenda, notamment plusieurs agendas de politique internationale visant à protéger les femmes et à promouvoir les droits des femmes partout dans le monde. Et donc à partir de ça, du coup, le Vatican qui est membre observateur de l'Organisation des Nations Unies, pour qui les conclusions de la conférence mondiale sur les femmes, notamment sur la contraception, sur l'avortement, ils aiment pas trop. Du coup, ils se mettent à surveiller de très très près tout ce qui fait autour du genre. Mais tout ce qui se fait autour du genre, encore une fois, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est que dans le monde féministe, il y a un glissement de sens de femme vers genre. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé Women's Studies, c'est très très vite appelé Gender Studies. Donc en fait, quand on parle de gender, on parle de femmes. Dans la majorité, vous lisez n'importe quel brief de politique publique de l'ONU, vous voyez genre, il faut lire femme. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit après. Donc en 1962, le pape Jean XXIII réunit le Concile Vatican II avant de repenser la doctrine de l'Église dans un monde contemporain marqué par des transformations technologiques et sociales majeures. En 1965, c'est le nouveau pape Paul VI qui conclut le Concile. Le Concile défend un humanisme chrétien, c'est-à-dire une philosophie qui reconnaît sur le modèle laïque certains droits humains inaliénables. Néanmoins, ceux-ci ne sont pas la conséquence de la vie en société, mais de la nature de l'homme. En gros, Vatican II, il dit ok, il y a des droits humains, mais les droits humains, on les tire pas du fait qu'on vit dans une société, on les tire du fait que c'est Dieu qui nous a créés et que biologiquement, on mérite ces droits parce que c'est Dieu qui les a créés. Comme l'a démontré Suzanne Arros, cette nature est à la fois corporelle et spirituelle, dans la tradition des débats sur le mariage et la sexualité qui précède le Concile de Vatican II et qui concentre sur la docilité féminine et la vocation des femmes à accueillir l'enfant. 3 ans plus tard, c'est au nom de la loi naturelle que l'encyclique Humanae Vitae condamne la pilule contraceptive. La théologie du pape Jean-Paul II se situe dans le droit fil de cette loi naturelle, mais insiste plus particulièrement sur la complémentarité des sexes, comme on peut le lire dans Théologie du corps et dans Lettres aux femmes, publié dans l'objectif de peser sur la conférence de Pékin. Depuis les années 60, depuis Vatican II, tu as toute une théologie de la naturalité du corps, et notamment de là on découle le fait que les femmes sont faites pour faire des gosses, qu'elles sont naturellement dociles et que c'est Dieu qui les a faites comme ça. Et l'Église, le Vatican, l'Église catholique, a mis en place énormément de réseaux intellectuels et de travaux de veille pour suivre tout ce qui se faisait dans le domaine du féminisme, qui s'appelait donc Gender, pour justement préparer la conférence de Pékin sur les femmes, pour empêcher que l'ONU mette en place des politiques internationales qui aillent dans le sens du développement de la contraception et de l'avortement. Donc, et c'est comme ça qu'en fait que c'est le Vatican qui a un petit peu créé justement cette idée de théorie du genre contre laquelle il faudrait lutter, mais qu'il a créé encore une fois à l'origine comme un édifice intellectuel sur lequel reposait globalement l'interdiction de l'avortement et de la contraception partout dans le monde. Et le fait d'empêcher que les instances internationales n'aillent plus loin dans la cause des femmes et dans l'imposition d'agendas féministes aux États membres. C'est aussi pour ça que la théorie du genre, ça veut rien dire en fait.
C'est que c'est déjà une construction qui est liée à la façon dont le Vatican a essayé d'empêcher au maximum la progression des droits des femmes, notamment sur les aspects corporels, et notamment sur la contraception et l'avortement. Et c'est pour ça après qu'on retrouve ça, enfin à la Manif pour tous, les trucs comme ça, les trucs anti-trans dans la Manif pour tous, ils disaient déjà des trucs sur le genre, touche pas à mes stéréotypes de genre, tout ça. Avec les ABCD de l'égalité plus tard et tout. Mais c'est parce qu'en fait, tout ça, ça vient simplement de la remise en question de l'idée de complémentarité des sexes et de l'idée de naturalité des sexes. Parce qu'en fait, l'idée de naturalité des sexes, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que la biologie est biologique. On ne dit pas que la biologie n'est pas biologique. Mais l'idée de naturalité des sexes, c'est l'idée que les comportements sexués découlent de la biologie et de la naturalité et de la nature corporelle. Et en fait, c'est cette idéologie-là qui amène à parler de théorie du genre pour dire que c'est pas bien.